Le travail a repris après la Pâques. Le sport, lui, ne s'est jamais arrêté. Bonsoir à tous et merci de nous suivre pour cette édition du Journal des Sports. Le sommaire avec Samuel Mec. Tennis de table. Le circuit mondial junior s'ouvre à Abidjan, au hall du Palais des Sports de Treichville. 35 pongéistes issus d'une dizaine de pays, dont la Chine, numéro 1 mondial, sont sur les bords de la lagune ébriée pour récolter des médailles. 19e journée de Ligue 1 ivoirienne. Le WAC en difficulté face à l'AFAD quand la machine jaune et noire emporte tout sur son passage. Performance exceptionnelle. 1000e match de sa carrière professionnelle pour l'emblématique gardien de but espagnol Iker Casillas. Aimé Brière et Capit Bakayoko sont avec moi sur ce plateau. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, Cathy. Alors, je vous retrouve tout à l'heure pour les débriefs. Actualité nationale, commençons par le tennis de table. Deux événements se déroulent en ce moment même au Palais des Sports de Treichville. Il s'agit du circuit mondial junior et du championnat d'Afrique cadet junior. Les épreuves individuelles et doubles junior garçons et filles ont dominé la première journée. Véronique Conan, Aude Alébé. 5 pays, la Chine, la République démocratique du Congo, l'Égypte, l'Inde et la Côte d'Ivoire participent au circuit mondial junior et cadet qui se tient pour la première fois en Côte d'Ivoire. 35 athlètes repartis dans 4 catégories se sont affrontés dans les épreuves individuelles junior filles et garçons, puis ensuite dans les épreuves doubles junior garçons et filles. C'est sous les instructions des différents coachs que les athlètes ont réussi à donner un meilleur rendement. Dans la catégorie simple, Christian Bongia s'est distingué en battant son adversaire Bli André de la Côte d'Ivoire dans les 3-7. Il se qualifie donc pour les 8e de finale. En première, c'est qu'on a visé d'abord de passer à la seconde tour. Et à la seconde tour, comme c'est le 8e de finale, on verra ce qui va se passer. Et puis là, on va travailler encore de plus pour gagner au moins, aller à la quart de finale. Et puis à la quart de finale, là aussi, on saura après. Dans les épreuves doubles, en quart de finale, la paire indo-chinoise Yu Yinengwa et Shira Shivakumar a surclassé les Ivoiriennes Loès Priscilla et Nzebo Tanoa. Mais les indo-chinoises ont été battues en demi-finale par le duo Chen Juntin, Lin Lequan par 3 manches à 0. Je suis indienne. J'étais intéressée à venir en Côte d'Ivoire pour cette compétition internationale. J'ai joué avec une partenaire qui joue très bien. Nous avons été heureuses de jouer ensemble. On a apprécié ce que nous avons fait. Cette première édition du circuit mondial junior et cadet a été rehaussée par la présence des 5 pays participants. Toujours au tennis de table, ce mardi 3 avril a été marqué par les épreuves par équipe cadet et junior. On note également le bon comportement de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Véronique Conan, Aude Alébé. Chez les cadets hommes, l'absence des athlètes de l'équipe A de la Côte d'Ivoire a été fortement remarquée, ce qui a valu un forfait. Les deux équipes de la Côte d'Ivoire se sont affrontées. Côte d'Ivoire B opposée à Côte d'Ivoire C. Victoire de l'équipe C 3-1. Chez les juniors dames, une équipe mixte a été constituée. Le duo Inde-Côte d'Ivoire s'impose par 3-1. La fin de la 3e journée est marquée par les matchs des juniors hommes. Côte d'Ivoire B contre Côte d'Ivoire C. Les équipes étant à égalité, le match a été prolongé. La Côte d'Ivoire C finit par prendre le dessus 3-2. Le face-à-face Égypte contre la Côte d'Ivoire A été remporté par la Côte d'Ivoire 3-0. Championnat national volleyball, la formation de la SOA a enregistré sa 7e victoire face à Port-Boué lors de son match de rattrapage. C'était samedi dernier au stade Robert Champrou de Marcory. Chez les dames, la SEC Mimosa a battu le Phoenix Club par forfait. Reportage signé Marilyn Dasso, Samuel Mec. La SOA fait une bouchée de la formation de Port-Boué en la battant 3-7-0. Dès l'entame du premier set, Port-Boué va montrer son meilleur visage avec des smatchs et des services bien engagés. Mais à quelques minutes de la fin, Port-Boué relâche et se fait dévancer par la SOA en orange, 25-22.
Au deuxième set, les joueurs de Port-Bouët tentent tant bien que mal d'imposer leur stratégie de jeu, mais ne parviennent pas à suivre le rythme de leurs adversaires. Les poulains de Guillaume Boka n'arrivent pas à s'emparer de ce set et le perdent 17-25. La SOA a une parfaite maîtrise du troisième set et le domine 25-22. Les militaires profitent de cette rencontre pour signer leur 7e victoire du championnat. Dans la seconde rencontre, l'ASEC Mimosa bat le Phoenix par forfait. Actualité internationale, tennis classement ATP du mois d'avril. Nadal redevient numéro 1 mondial. L'Association des joueurs de tennis professionnels a publié ce lundi son classement du mois d'avril. Un classement qui enregistre la perte de la première place par Roger Federer au profit de Rafael Nadal. Chez les dames, l'américaine Sloane Stephens prend la 9e place. Les détails avec Jean-Sylvain Esso et Aude Alegbe. Rafael Nadal a repris la tête du tennis masculin. Il profite de l'élimination prématurée de Roger Federer à Miami. Le Suisse a reculé d'une place après avoir été éliminé dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Miami. Nadal, qui n'a pas joué depuis son abandon en quart de finale à l'Open d'Australie en janvier, a ainsi récupéré le trône qu'il avait brièvement cédé aux Suisses le 19 février. L'Américain John Isner, qui s'est imposé dimanche en finale sur le ciment de Miami, a retrouvé le meilleur classement de sa carrière qu'il avait déjà atteint le 16 avril 2012. Son adversaire malheureux en finale, l'Allemand Alexander Zverev, progresse pour sa part d'une place et remonte au 4e rang ATP, à une place de son meilleur classement atteint le 6 novembre 2017. Chez les dames, la Roumaine Simona Halep est toujours aux commandes. Elle est suivie par la Danoise Carolina Wozniacki et l'Espagnole Muguruza Garbine. Titrée il y a 3 jours à Miami, l'Américaine Sloane Stephens, à 25 ans, intègre pour la première fois le top 10 du classement WTA. Elle occupe à présent la 9e place. Sloane fréquente le circuit depuis le 2007. Basketball, l'équipe de Philadelphie a enchaîné dimanche sa 10e victoire d'affilée de la saison en NBA. Les Sisters ont battu en déplacement Charlotte Hornets 119-107. Jean-Sylvain Esso, Aude Alegbe. Et de 10 pour les Sixers, Philadelphia a décroché sa 10e victoire de suite en s'imposant du côté de Charlotte sur le score de 119-102. Privés de Joel Embiid et Dario Saric, les Sixers ont dominé les Hornets qui avaient perdu la veille en s'inclinant à Washington 107-93. Face à des Charlotte Hornets d'ores et déjà éliminés de la course aux playoffs, les Philadelphia Sixers ont signé une nette victoire en déplacement. Parti du banc, l'Italien Marco Bellinelli a été le meilleur marqueur de la rencontre avec 22 points. Secondé par Ben Simmons qui a sorti encore un gros match avec 20 points, 8 rebonds, 15 passes et 3 interceptions contre un seul ballon perdu. Simmons, candidat au titre de rookie de l'année, a frôlé son 12e triple-double de la saison. Les Sixers ont parfaitement géré la rencontre en shootant à 51,1% à 3 points. Ils ont surtout su profiter des ballons perdus des Hornets et de leur maladresse pour faire la différence. Discret la veille à Washington, le meilleur marqueur de Charlotte, Kemba Walker, a été limité à 10 points, tandis que l'ailier français Nicolas Batum a apporté 8 points, 4 rebonds et 3 passes décisives. Les Philadelphia Sixers sont désormais invaincus depuis le 13 mars dernier et en sont à 10 victoires d'affilée. Une performance qu'ils n'avaient plus réalisée depuis la saison 2000-2001. Toujours à NBA, les Golden State Warriors renouent avec la victoire à Sacramento. Golden State a réagi. Après 3 défaites consécutives, les Warriors l'ont emporté samedi à Sacramento 112-96. Mais le champion en titre est inquiet pour Patrick McCaw, évacué sur une civière après être tombé violemment sur le dos. Comme Kevin Durant jeudi, c'était au tour de Klay Thompson de retrouver la compétition après 2 semaines d'absence. Son pouce droit fracturé le 11 mars n'est plus qu'un mauvais souvenir. Thompson a marqué 25 points, 10 sur 19 au tir en 32 minutes après avoir manqué les 8 précédentes rencontres de son équipe. Fallait le faire.
En cyclisme, Tour des Flandres. La 102e édition du Tour des Flandres s'est courue dimanche entre Anvers et Oudenaarde. 265 km sur lesquels le sprinter néerlandais de la team Quick Step, Niki Terpstra, s'est imposé. Le Tour des Flandres est un classique bien apprécié par les Flamands en Belgique. Le reportage est signé Salif Ouattara. Le Curie Quick Step s'est imposé dimanche sur le Tour des Flandres. Salve d'honneur pour le club professionnel belge de cyclisme sur route qui réussit son pari en enlevant l'une des courses belges les plus prisées par les sprinteurs étrangers. Les 265 km reliant Anvers à Oudenaarde de la 102e édition ont été difficiles pour une partie du peloton. À un peu moins de 100 km de l'arrivée, une dizaine de coureurs est tombée lors d'une chute massive. Le champion de Belgique, Olivier Nassen, fait partie des hommes qui sont allés à terre. Libéré de ses principaux adversaires, le néerlandais du club belge Quick Step, Niki Terpstra, va maîtriser les 18 derniers kilomètres. Mieux, il dépose ses poursuivants directs et file droit, tout seul, vers la ligne d'arrivée. 12 secondes avant le Danois Matt Petersen, deuxième, et 17 secondes avant son coéquipier Philippe Gilbert, troisième au classement général. Parce qu'on a de nouveau démontré un grand travail d'équipe aujourd'hui et on a bien couru. Et voilà, mettre 2 coureurs sur le podium d'une course pareille, c'est toujours très spécial et il faut pouvoir savourer ces moments-là qui sont assez rares et uniques. En 6h21 minutes 25 secondes, Niki Terpstra est le deuxième néerlandais à s'imposer sur le Tour des Flandres après son compatriote Adrie van der Poel en 1986. Au football, le gardien de but le plus capé de l'histoire de la sélection espagnole, Iker Casillas, a disputé hier le 1000e match de sa carrière professionnelle. C'était à Lisbonne lors de la 28e journée du championnat du Portugal. Énorme pour l'ancien gardien du Real Madrid qui a pratiquement tout gagné. Jean-Sylvain Esso, Samuel Mech. Et 2000 pour Iker Casillas. Le gardien de but espagnol, titularisé lors du déplacement du FC Porto sur le terrain de Belenenses. Ce lundi, dans le cadre de la 28e journée, a en effet disputé la 1000e rencontre de sa carrière. Sa présence dans les buts n'a pas empêché le FC Porto de s'incliner 2-0. Cette défaite qui a coûté à Porto la première place en Liga portugaise a été le 108e match de Casillas sous le maillot du FC Porto. À ce nombre s'ajoutent 725 rencontres disputées avec le Real Madrid et 167 sorties avec l'équipe d'Espagne. L'emblématique Iker Casillas, âgé de 36 ans, a un palmarès riche. Vainqueur de la Coupe du Monde 2010, double champion d'Europe en 2008 et 2012 et 3 fois sacré en Ligue des Champions avec le Real Madrid 2000, 2002 et 2014. Il est arrivé au FC Porto en 2015. Le natif de Móstoles devrait quitter le FC Porto à la fin de la saison en raison de son salaire trop élevé pour les dirigeants du FC Porto. La saison prochaine, il pourrait débarquer au bord de la Marseille, dans le club de Liverpool. Place au débrief maintenant avec mes consultants, Capit Bakayoko et Aimé Brière. Je vous retrouve, monsieur, comme promis. Et notre match, c'est celui des académiciens AFAD contre le WAC. Ce match s'est joué ce dimanche de Pâques au stade Robert Champeau de Marcory pour le compte de la 19e journée de la Ligue 1. Voyons d'abord le résumé que nous propose Patrick Dadier. Le commentaire est de Samuel Mech. Les Guêpes de Williamsville Athletic Club semblent piquer du nez sur ces 3 dernières journées. Ils ont encore trébuché devant leur adversaire du jour, les académiciens de la FAD, après avoir fait jeu égal. Tout s'est joué en première période sur ce pénalty occasionné par le dernier rempart du WAC. Elad Dante, le portier du WAC, retient dans sa surface le porteur du ballon. Le pénalty est transformé à la 36e minute par le spécialiste maison, le capitaine Broumanassé. Il réussit ainsi à hisser son capital but à 9. Désormais 3e avec 30 points, la FAD se positionne comme un candidat sérieux pour une place africaine.
Pour les hommes du président Koné Abakar, les choses se compliquent davantage de jour en jour. Voilà, la FAD qui a eu raison du WAC à 1-0. Le match des académiciens a été remporté par la FAD. Oui, alors il faut se rappeler que les deux équipes avaient fait 3 buts partout au match aller, hein, oui, dans des circonstances vraiment extraordinaires. Alors il s'agit de deux équipes qui pratiquent certainement le football le plus attrayant de notre Ligue 1. Alors, le plus léché aussi. Ah oui, d'un côté, le WAC qui joue encore la compétition africaine des clubs, hein, il joue contre le champion de la Guinée équatoriale. Et puis de l'autre côté, la FAD qui a joué cette Coupe d'Afrique, qui veut revenir goûter aux délices de la compétition africaine. Et ça nous a donné un match plaisant pour ceux qui aiment le jeu bien construit, le jeu qui va vers l'avant, fait de rapidité, de mobilité, de gestes techniques, de combinaisons. Vraiment, on peut dire que le public important, hein, un public assez important, eh bien, c'est vraiment réjoui de cette rencontre qui a connu très peu de temps mort. Alors, une équipe du WAC qui est dans le milieu du classement, hein, oui, qui avait absolument besoin de points, qui a quand même quelques matchs en retard, qui a encore un match en retard, qui voulait, si elle veut obtenir une place africaine, remporter ce match, et puis une équipe de la FAD qui, elle, est près du sommet. Elle va pas pointer à la 5e place et le WAC à la 9e place. C'était vraiment le moment pour l'une et l'autre d'affirmer ses ambitions. Ce qui fait que chaque équipe avait sa part. Hein. La FAD avait tout la première mi-temps, le WAC avait la zone partie. Oui, et là, le mérite en revient au président Guaméné pour la FAD et à son coach Maxime Guaméné. Et du côté du WAC, eh bien, bravo au président Koné Abakar Katumbi et à Yao Abiloui qui vraiment ont fait du bon travail. Alors, Capit, un mot sur cette rencontre des académiciens. On a dit que c'était un match d'académiciens. On a l'impression à certains moments qu'il s'agit de gamins dans la cour de récréation. Et c'est cela un peu à la fois la qualité et le défaut de ces deux équipes. Elles sont dans l'insouciance, elles sont dans le jeu, parfois pour le plaisir des actes, des gestes, et pas vraiment pour l'efficacité. Donc on le voit, il y a beaucoup de ratés dans les 30-40 derniers mètres, parce qu'on veut faire un petit geste qui est beau, que le public va apprécier, parce qu'on n'est pas assez concentré, parce qu'on ne s'applique pas assez. Donc les deux équipes ont à peu près les mêmes qualités, les mêmes défauts, et c'est pour cela que les deux équipes sont quasiment réparties, hein, le match en demi-temps, chacune ayant pris sa mi-temps. Mais la FAD a été plus efficace parce qu'effectivement, la FAD comporte beaucoup de garçons qui ne sont pas issus de son académie. Parce que depuis que la FAD a été obligée de déménager de Djekanou, la FAD aujourd'hui à Abidjan, ce n'est plus vraiment une académie, c'est vraiment une équipe pour gagner. Guaméné, qui a été appelé comme président de cette équipe, est en train de bâtir une équipe pour gagner, hein, une équipe pour prendre des lauriers. Donc on n'est plus vraiment dans la logique de l'académie, même si le style de jeu est resté encore académique. Cela le sera de moins en moins avec la suite de la compétition et les années à venir. Alors, mais vous avez pris quelques temps forts de cette rencontre-là. Oui, effectivement. Nous allons commencer par la deuxième mi-temps. Alors, la deuxième minute, pardon. La deuxième minute, bien sûr. Et dès le début de cette rencontre, parfaitement officiée par l'arbitre de service, eh bien, c'est la FAD qui réussit un coup franc pour mettre la pression sur les buts de Dante, qui avec autorité réussit à repousser ce ballon. Le ton était donné d'une domination de cette équipe de la FAD, qui paraissait plus réaliste, et puis peut-être on le verra plus loin, plus fraîche physiquement, parce qu'elle avait beaucoup de matchs qu'elle doit encore jouer. Et on continue, un côté à FAD, alors on décale sur le côté droit, un centre parfait, une reprise de volée, vous avez vu le geste, il s'est bien couché, alors c'est Mélène, le numéro 17, Konan Mélène, sur ce centre de Ibrahim Ba, le défenseur latéral droit, qui est souvent monté sur son côté. Regardez, une belle frappe qu'il a croisée, mais qui passait à gauche des buts de Dante. Dante qui a eu beaucoup de travail à faire, et encore cette équipe de la FAD, c'est le circuit préférentiel de cette équipe de la FAD. Alors sur le côté droit, on avait le défenseur latéral Ibrahim Abba qui montait, mais il était surtout en appui avec
le numéro 11 de cette équipe de la FAD, il s'appelle Aimé Guy-Urbain Lasme. Ça aurait pu être, à mon sens, l'homme du match. Parce que, si vous voulez, regardez, on ne jette pas le ballon, n'est-ce pas? On essaie de composer. Alors là, on passe au centre, on décale Mélène et regardez ce qu'il va faire. Un premier contrôle, un crochet intérieur, une frappe du droit bien enroulée hein, sur laquelle Dante est à l'ouvrage. Hein. Le gardien de but du WAC dévie ce ballon sur son poteau. Et voilà hein, que cette équipe de la FAD cherchait à poser sa patte sur cette rencontre. Mais nous allons voir hein, que le WAC ne va pas s'en laisser compter et jouer à fond toutes ces occasions de porter le danger vers le but de son adversaire en bleu. Alors là, nous revoyons voilà, Urbain Lasme, il passe au centre, regardez. Voilà, c'est toujours l'action de la 21e minute. Alors le jeu est parti de la défense, on joue côté droit, on revient dans l'axe, on repart côté gauche. Et vous avez vu le geste de Mélène, hein, quand il a contrôlé le ballon, il n'avait qu'une idée en tête, c'est de le frapper en direction des perches de Dante. Mais croyez-moi, la FAD n'est pas restée sans réaction. Regardez cette parfaite combinaison. Alors Capit juste va réagir sur ces premiers instants de cette rencontre où la FAD tient le match. On n'a que les actions de la FAD. On a vu une équipe de la FAD qui est entrée mieux dans le match, pendant qu'on a eu l'impression que le WAC, un peu comme à son habitude d'ailleurs, est resté un peu au vestiaire. Et on le voit, hein, le WAC termine très fort ses matchs, mais commence timidement. C'est assez curieux, il commence de façon assez lourde, comme si il voulait d'abord prendre l'empreinte de l'adversaire et parfois encaisser des buts avant de se réveiller. Ils l'ont encore fait cette fois et là, ils ont payé cher parce qu'ils n'ont pas pu revenir à la marque, étant donné que le seul but qui a été marqué en première mi-temps, malgré leur domination en deuxième mi-temps, n'ont pas pu revenir. Il faut qu'ils corrigent cette façon de faire. Un match, il commence dès la première seconde. Il faut donc tout de suite entrer, il faut arriver dans le match prêt pour la bataille. Il ne faut pas regarder l'adversaire jouer et seulement réagir lorsque l'adversaire commence à baisser de régime. Oui, et moi je voudrais qu'on revienne sur cette action de la 32e minute. Oui, 32e minute, la réaction une action du WAC. Au WAC hein, et vraiment, c'était une combinaison parfaite. Un côté gauche, hein, c'était Nda Kwadjo Jean-Francis, regardez, petit contrôle, il jette un petit coup d'œil, il travaille, il rentre sur l'intérieur, il donne le ballon au Camerounais Amin Lambel qui s'appuie un petit écran de Dagrou qui profite à l'attaquant du WAC, hein, qui est Zambi Irié, une belle frappe demi-volée sur laquelle eh bien, Dan Ulrich, l'expérimenté gardien, il s'est détendu, parfaite détente horizontale sur cette demi-volée. Dan Ulrich, alors il a été formé à la sec, lui, hein, il détourne le ballon, mais on peut dire que ça a été la seule véritable action dangereuse des Rouges et Blancs. Hein, lors de cette première période. Voilà. Ils étaient assez bien contenus. Regardez cette frappe de Zambi Irié qui aurait mérité un meilleur sort. Pour une fois, oui, effectivement, on a vu quelqu'un qui s'est appliqué parce qu'il a vraiment cherché non seulement à cadrer sa frappe, mais à placer en dehors de la portée du gardien. Malheureusement pour lui, ce n'était pas une frappe vraiment appuyée, parce que la recherche de la précision enlève parfois un peu de puissance, donc le gardien a quand même pu toucher ce ballon. Mais c'est l'une des rares fois vraiment où on voit des jeunes gens qui s'appliquent jusqu'au bout. On se rend compte avec ces équipes-là qu'à un moment donné, il y a un relâchement dans l'application, dans la concentration. Mais cette action-là est une exception à ce fait. Oui, alors, et le tournant du match, comme vous le disiez tantôt, à la 36e minute. C'est la 36e minute, on va le voir, hein, sur un ballon parfaitement donné par Mélène. Regardez, une balle en cloche. Et là, Mélène donne la tête à Diomandé qui s'engage résolument au sein de cette défense du WAC. Et le gardien de but Dante sort devant l'attaquant de la FAD. Et il le fauche, n'est-ce pas? Et l'arbitre indique tout à fait justement le point de pénalty. Alors la question qui se posait était de savoir quelle aurait été la couleur du carton infligé au gardien de but. Eh bien non, l'arbitre a estimé que le gardien de but a cherché le ballon. Il n'y avait pas de volonté manifeste d'anti-jeu, n'est-ce pas? Donc pas de double peine. Et ce sera donc un carton jaune, voilà. Il s'en sort bien. Et puis un penalty transformé par celui qu'on appelle la réussite, Brou Manassé. Alors regardez un peu dans l'exécution de penalty, il commence à sautiller. Moi, vous savez, je n'aime pas beaucoup les tireurs de penalty qui sautillent et qui font des petits bonds de côté avant d'aller sur le ballon. Je préfère quelqu'un qui rentre sur le ballon et puis qui a choisi son angle et qui frappe. Bon, le fait est que voilà, sur cette action de jeu, eh bien, le WAC va concrétiser sa domination d'ensemble.
Mais il y avait peut-être une petite faute au passage sur le premier défenseur central du WAC qui s'est présenté devant Diomandé. Mais bon, c'est tout justement. Hein, oui, on sent une grosse naïveté de la défense parce que l'attaquant qui pousse le ballon, après il n'est plus poursuivi par le deuxième défenseur. C'est vrai qu'il en prend un de vitesse, mais le second ne fait même pas la course pour tenter de le rattraper. Il laisse le gardien venir faire poser son acte d'agression manifeste parce qu'il était en retard sur le ballon, il ne pouvait pas toucher le ballon. Il ne pouvait que toucher le joueur, ça ne servait pas à grand-chose. Voilà, et là on est en deuxième mi-temps. Hein. Mélène qui est à l'œuvre sur son côté gauche, un premier dribble, un crochet intérieur, une feinte de tir, et puis on va le voir, une feinte de tir, et puis après il enroule son ballon. Bon, malheureusement, sur la gauche des perches de Ndeng Idriss, voilà, un ballon qui va être perdu, voilà. Et qui reviendra à cette équipe du WAC, on va le voir. Hein. Et là aussi, ça va être la seule véritable action du WAC pendant cette mi-temps. Regardez comment il se décale sur le côté gauche. Un premier crochet, alors, un deuxième crochet, cette fois-ci intérieur. Il feinte la frappe et puis ensuite il enroule le ballon, malheureusement, sur la gauche des perches de mais c'est ce que je disais. Sur cette action, il commence très bien. Ouais. Mais il est dans l'euphorie de la réussite de ses deux premiers gestes. Voilà. Un premier dribble, un deuxième dribble. Il réalise que il a bien commencé, mais il ne se rend pas compte qu'il y a des gens mieux placés que lui pour terminer, parce qu'il a deux adversaires devant lui et il est dans un angle un peu fermé. Et il a deux partenaires qui attendent. Et c'est ça le côté jeunesse. Il y a un moment où on se laisse emporter par la qualité de ce qu'on a réussi. Et donc on est dans l'euphorie, on veut terminer pour faire beau, pour faire... Voilà. Il y a vraiment... le manque d'expérience. La naïveté surtout. Voilà. La naïveté. Là, il prend, et là, il suffit qu'il remette le ballon. On a un but tranquille. Non, il a voulu terminer. C'est pas mauvais qu'il ait tenté de terminer. Mais le fait qu'il a fait des efforts, il est mal placé, ça devrait l'emmener à rechercher l'appui d'un partenaire mieux placé et plus frais dans l'effort. Parce que lui, il vient de courir près de 20-25 mètres. Il a dû se défaire de deux adversaires. Donc, il a fait un effort qui peut lui enlever la qualité du geste et la lucidité devant le but. Il faut donc remettre à un autre qui attend, qui est frais, qui est mieux placé. Finalement, il n'a pas fait le bon choix. Non, mais bon, en général, on ne reproche pas à quelqu'un d'avoir shooté au but. Donc, on va le tenir, voilà, on va le tenir qu'il a raté le cadre, mais quand on analyse, on pense qu'il aurait pu donner. Voilà, une autre action à la 50e minute. Oui, à partir de ce moment-là, eh le WAC va appuyer sur l'accélérateur. Voilà, regardez, c'est d'abord cette transversale sur laquelle, eh bien, mais on a passé... Là, c'est l'action de la 81e. On a fait un bond avec la réalisation. Nous sommes à la 50e minute, je crois. Voilà. Ça veut dire que le match s'était calmé. Il y avait beaucoup d'actions. Voilà, on a l'action maintenant de la 50e minute. L'action de la 50e minute, on va le voir. Hein. Vous savez, les deux équipes jouent beaucoup avec leurs joueurs excentrés. Du côté de la FAT, on a vu Mélène et Udrich. Et du côté du WAC, eh bien, c'est Nda Kwadio Francis que l'on va voir, le jumeau le plus offensif des deux. Regarde, un centre parfait. Une frappe intérieure du pied droit de Zambi Roland. Il voulait certainement assurer, n'est-ce pas? Et voilà qu'il a trouvé la barre transversale de Udrich. Il y a une explication, hein. Oui. C'est la pelouse. La pelouse, c'est effectivement... Regardez le geste. Il prend le ballon au dernier moment entre le coup de pied et le tibia. Oui, c'est la qualité de la pelouse. Il faut changer cette pelouse. Elle ne mérite plus d'être utilisée. Voilà, mais moi, je voulais insister sur l'utilisation des joueurs de côté. Côté WAC, on a Dagou et Nda Kwadio. Ils ont fait exactement ce qu'il faut. C'est sur le dernier geste. Le partenaire ne réussit pas le geste parce qu'il y a un événement inattendu, une pelouse qui change une trajectoire. On ne peut pas faire grand-chose. Regardez le ballon qui monte au dernier moment. Mais parce qu'il prend le ballon à un endroit qui n'avait pas prévu, le pauvre garçon. Et le WAC va continuer dans ce sens-là, puisque 2 minutes après, eh bien, les académiciens de Williamsville vont se procurer une autre occasion sur ce long ballon. Voilà un amorti parfait et toujours ce côté droit où Nda Kwadio Francis a été souverain pendant toute cette mi-temps. Regardez ce centre parfait, contrôle de la poitrine de Dragou et frappe sur laquelle, eh bien, Dante se met en évidence. Parce que c'était vraiment une occasion en or. Regardez, il lève la tête, il prend l'information, il voit bien ce
qu'est-ce qui s'est passé? Dagrou amorti de la poitrine, le contrôle est peut-être un peu long. Mais la frappe est belle, sur laquelle il y a un arrêt réflexe L'enchaînement est très bien et ensuite il arrive à cadrer, c'est ce qu'on demande. Ouais. Mais comme on a l'habitude de dire au quartier, le ballon ne traverse pas l'homme. Hein. Je veux dire, si tu mets directement sur le gardien, c'est clair que ça va rester sur le gardien. Voilà, c'était bien essayé. Malheureusement, c'est tout droit sur le gardien qui était par ailleurs bien placé. Donc ça explique que ce but ait été raté. Il a fait le geste qu'il faut, mais c'est dommage, voilà. Alors, une autre action à la 58e minute. Et oui, on a vu que les joueurs du WAC pendant cette période. Là, on revoit l'occasion de Dagrou. Et puis là, nous sommes à la 58e minute, toujours ce même numéro 21. Allez, il travaille son adversaire, il va lever la tête, il centre. Et puis voilà, une frappe qui est contrée, malheureusement. Une frappe de Dakwasi encore. Non, une frappe du numéro, je n'ai pas bien vu son numéro, mais c'est un joueur du WAC, regardez, sur le renvoi de la défense. Non, Lasme, il joue il joue à la FAD. C'est peut-être le numéro 12. Voilà, non, c'est Nda Francis. On les confond, ils sont jumeaux, n'importe le C'est Lasme qui a contré plutôt. Lasme a contré, c'est Lasme qui a contré parce que ce ballon prenait la bonne direction, il me semble, mais voilà. Oui, en plus, c'est un mauvais dégagement du défenseur qui ramène le ballon dans l'axe sur un adversaire qui arrive à pleine course. On se rend compte sur ce ballon-là que la FAD, plutôt le WAC, veut revenir à la marque. Donc, du coup, les joueurs jouent dans l'impatience. Ils font les gestes, ils sont pressés de marquer. Ils sont fébriles. Ils sont fébriles, voilà. Ils veulent à tout prix réussir tout de suite parce qu'ils sentent qu'ils ont l'adversaire entre leurs mains, ils ont le jeu, ils ont la domination, et là, ils se précipitent. Parce que sur cette balle, avec un peu de sang-froid, ils sont en supériorité numérique, ils sont dans l'axe du but, ils auraient pu faire mieux. Mais bon, là, on ne va pas leur reprocher ça, on est mené à la marque, donc... Il faut y aller, en tout cas. Alors, on a tendance à tout mettre dans la vitesse. Or, très souvent, on confond vitesse et précipitation. Nous sommes sur cette action de la 81e minute, Aimé. Oui, c'est ça. Voilà, c'est le WAC encore. Toujours le WAC. Le WAC est en action. Et voilà, cette reprise de volée est complètement manquée, une reprise en demi-volée. Et c'est Katumbi lui-même. C'est Katumbi lui-même. Connaît Abaka dit Katumbi. Voilà, cette reprise de Dagrou en demi-volée sur un long centre, une longue transversale qui avait pris à défaut la charnière centrale de cette équipe de la FAD. Et on repart, voilà, on va encore repartir. Non, il n'y a pas de pénalty. L'arbitre n'a pas accordé. Il était à moins de 2 mètres, l'arbitre. Je pense que l'arbitre était tout près, il n'a pas accordé de Non, et puis dans les situations comme celle-là, les arbitres regardent en fait la façon dont le joueur tombe. Lorsqu'on a vraiment le sentiment que le joueur il se laisse tomber, même quand il y a faute, lui-même crée le doute dans l'esprit de l'arbitre. Il faut donner au moins le sentiment qu'on résiste à la charge. Lorsqu'il n'y a pas de résistance à la charge, l'arbitre pense systématiquement à un plongeon et il n'a pas envie de se faire... Regardez le contrôle. Exactement. Il revient sur ses pas. Il peut avoir une faute. Il peut avoir une faute, mais la façon de tomber n'incite pas l'arbitre à penser qu'il y a faute. Voilà, c'est important. On le dit souvent aux joueurs, même si on t'a fait un croc en jambe, essaie de continuer la course, la faute sera plus évidente. Mais lorsque tu te laisses tomber tout de suite, la faute est moins évidente. Il faut que l'arbitre ait vraiment été tout près et qu'il ait le flair aussi, parce que contrairement à ce qu'on pense, les arbitres ne voient pas tout en termes de visuel. Il y a des choses qu'ils sentent par expérience. Et après, quand le ralenti nous montre, on voit que l'arbitre a eu raison, mais il n'a pas vu le détail que nous, on voit au ralenti. Il a senti, il a le flair. Donc, le joueur qui a subi la faute doit faire attention à sa façon de tomber pour ne pas lui-même perdre le bénéfice de la faute. D'accord. On a une dernière action, Aimé, à la 83e. 85 minutes sur le côté gauche de la défense. Sur le côté gauche de l'attaque de la FAD, regardez, il réussit à se procurer ce ballon, un appui. Voilà, et Denris s'interpose avec beaucoup d'autorité. Mais il faut dire que dans cette équipe... c'est le défenseur qui revient bien. Qui revient bien. Parce qu'il a été gêné. Il a été gêné par le Nigérian, l'attaquant nigérian qui était rentré. Il a été gêné dans son jeu. Mais pour en revenir à l'arbitrage, Capi, eh bien, il faut dire que l'arbitrage a été facilité par le bon état d'esprit développé par les acteurs de cette rencontre. Il n'y a pas eu d'acte manifeste d'anti-jeu. On vous le dit, c'est des gens qui aiment jouer au football. Il y a une chose qui est claire, ceux qui savent jouer au ballon, ils n'ont rien à compenser en termes de violence. Oui, exactement. Dès lors qu'on a obligé de recourir à la violence, ça veut dire qu'on a un déficit technique ou physique.
Ouais, sinon, on n'a pas besoin. D'accord. Ouais. Juste une question pour... Oui, juste un mot pour les incidents sur le classement. Le WAC reste à la 9e place malgré son match en retard, mais le WAC va jouer jeudi contre les joueurs équato-guinéens en match aller des 16e de finale de tour de recadrage de la Coupe CAF, alors que la FAD a recollé au peloton des Africains. Absolument. Bon, en allant sur cette dynamique, est-ce que le WAC pourra être africain au terme de cette saison? Difficile, hein, difficile parce que là, ils ont 21 points, ils sont à 9 points et 11 points des 2 places africaines après la SEC. La SEC caracole en tête, la SEC a 14 points d'avance sur le Sporting Club de Gagnoa. Ce sera difficile pour le WAC, d'autant plus que là, le WAC va jouer la Coupe d'Afrique, Coupe des Confédérations. Le WAC va rattraper son match en retard et faire les 20e journées normalement. Ce sont vraiment en ce moment les marathoniens du football parce que Yao Abi, lui, me disait, si le physique répond, physiquement, parce qu'ils en sont à 4 matchs en 15 jours. Voilà, donc voilà, si ça tient, ce sera tant mieux pour eux. Mais en fait, il faut que tout le monde se prépare à cela. Quand on est africain, on doit avoir un effectif pour cela. On ne peut pas être africain et jouer comme ça, on ne devait jouer que le championnat de Côte d'Ivoire. Dès qu'on est africain, il faut étoffer son effectif pour pouvoir avoir un niveau... Merci, capitaine. Nous allons parler d'une autre équipe. Il s'agit de l'ASEC Mimosa. L'ASEC Mimosa, qui on le sait, est en route pour la terre promise. Ce dimanche 1er avril au stade Champoux, le stade d'Abidjan a aussi fait les frais de la furie de l'ASEC Mimosa, consolidant ainsi sa position de leader en totalisant 49 points. Le résumé de cette rencontre avec Patrick Dadier et Samuel Mech. Les jaunes et noirs se rapprochent davantage du titre de champion de Côte d'Ivoire saison 2018. Ce dimanche de Pâques, l'ASEC Mimosa a fait un pas de géant vers cet objectif en balayant les yéyés du stade 3-0. 24e minute, les poulains de Lambert César prennent la mesure de l'adversaire. Sur un coup franc bien exécuté par Sanogo Issa, Fonsigno marque de la tête. À la reprise, Fonsigno est passeur sur cette autre réalisation des Mimosas. Son centre, appliqué au deuxième poteau, va trouver l'international burkinabé Touré Ahmed, qui inscrit le second but de l'ASEC et son 13e personnel. 86e minute, Samake Gaoussou finit par enfoncer le clou devant les joueurs du stade d'Abidjan qui ont presque rendu les armes. Cette 15e victoire d'affilée des garçons de maître Roger Ognien, 3-0 face au stade d'Abidjan, les rapproche davantage du trône royal. Mais 16e victoire d'affilée de la SEC Mimosa. Oui, alors quand tu parles de terre promise pour la SEC, la terre promise pour la SEC, c'est la Coupe CAF. Parce que pour ce qui concerne la Ligue 1, le titre de la SEC est pratiquement acté. Voilà. Voilà. Ce n'est même plus un enjeu, en fait. Il y a plus de suspense aussi. L'enjeu, c'est qui sera second. La première place, c'est fini. Ok. Donc ça va se jouer entre le Sporting et Boaké FC. Et la FAD. La FAD a réussi. La FAD qui a l'affût aussi. Et Boaké est en perte de vitesse. Boaké a perdu sur son terrain face au FC San Pedro. Et puis Boaké, le match précédent, n'avait pas gagné non plus. Donc Boaké est légèrement en perte de vitesse, ce dont a profité cette équipe de la FAD qui est maintenant 3e. Alors, quelle équipe de la SEC Mimosa face à cette équipe du SCR Belouiziade de l'Algérie? Eh bien, on attend avec impatience, on attend de voir quelle formation va aligner Amani Yao César Lambert, parce qu'il a un banc de qualité. Ils ont des joueurs en quantité et en qualité qui peuvent lui permettre de s'aligner en 3-5-2, en 4-3-3, en 4-4-2. Mais c'est incroyable. À chaque match de la SEC, il y a un nouveau nom. N'est-ce pas? Hier, c'était Samake, avant-hier, c'était Dosso. Mais c'est tous des joueurs qui, quand ils rentrent... Merci, ils rentrent, il n'y a pas le la rythme, suite de la causerie demain. Merci à vous, en tout cas. Voilà, on en reparle demain. Merci pour votre attention et puis bonne suite de programme sur RT.